téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la RTMD. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Oumar Ba. M. Oumar Ba est le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal. M. Ba, bonjour. Bonjour, M. Si. Ravi de vous rejoindre sur ce plateau en tant qu'invité dans cette télévision bien connue des Dakarois, qui est la radio-télévision municipale de Dakar. Voilà, merci bien M. Ba. Nous allons aborder avec M. Ba plusieurs questions relatives à l'approvisionnement en eau au niveau du monde rural, mais également peut-être au niveau du milieu urbain, mais également périurbain. Mais dans un premier temps, M. Ba, nous allons revenir un tout petit peu sur l'approvisionnement en eau au niveau du monde rural. On a vu depuis le début, c'était les Asifor, en passant par l'OFOR. Aujourd'hui, il y a des sociétés privées également qui s'activent dans le domaine par rapport à cet approvisionnement en eau au niveau du monde rural. Vous, quelle lecture avez-vous de ce processus-là depuis les Asifor? En effet, merci beaucoup. D'abord, je me présente. Oumar Ba, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal, qui est un syndicat qui est dans le secteur de l'eau, qui regroupe 5 sections, à savoir la CNO, les travailleurs de SDE, de CO, de Aquatec et de OLAC. Donc nous sommes affiliés à la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, la CSA, qui est une centrale syndicale, la 4e centrale syndicale au niveau national. Donc pour en revenir à votre question, en effet, comme vous le savez, dans les années 1994, une vaste réforme a été entreprise sur le secteur de l'eau par le gouvernement du Sénégal. Donc c'est cela qui a vu venir en 1996 l'arrivée des privés dans le secteur de l'eau, notamment au niveau urbain, la SDE était le concessionnaire donc, de milieux urbains et périurbains, avec SONES qui était là en tant que représentant de la partie étatique, qui avait en charge sur lui l'investissement et l'infrastructure, et aussi la SDE qui était là pour gérer, l'exploiter les ressources en eau au profit donc, des zones urbaines et périurbaines. Et du côté du milieu rural, on a vu l'installation de l'OFOR, qui est là pour gérer les secteurs privés qui sont délégataires du service public dans le milieu rural. Voilà les 2 pôles qui étaient là pour gérer l'eau après cette réforme. Et avant, comme vous le savez, il y avait des Asifor au niveau des ruraux. Il y en a toujours d'ailleurs dans certaines localités qui gèrent leur eau dans leur localité à travers des comités locaux. Donc c'est en janvier d'ailleurs 2020 que SDE a perdu son contrat d'affermage au profit de la CNO, qui est actuellement le délégataire du service public de l'eau en milieu urbain et périurbain depuis janvier 2020 pour une durée de cession pour une durée du contrat qui doit aller jusqu'en 2035. Voilà ce qui est arrivé comme réforme depuis 1994. Alors, pour revenir un tout petit peu à l'accès à l'eau potable au niveau de la zone rurale, je vois le conseil là, c'est un véritable problème. Pourquoi l'accès à l'eau potable dans les zones rurales pose problème? En effet, comme vous le savez, le milieu rural a quelque chose de particulier, que la population qui est sur place a des moyens très limités déjà. Ce n'est pas comme le milieu urbain où beaucoup de ménages peuvent se payer le luxe de payer des factures chères. Ce n'est pas le cas pour le milieu rural. En plus, les ruraux étaient habitués à gérer leurs propres ressources en eau à travers les Asifor. Comme vous le savez, avec les Asifor, les factures ne sont pas assez chères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu c'est quoi une Asifor? Asifor, c'est un comité local à travers un comité de gestion de l'eau de la localité, en général dans un village, par exemple. C'est l'association des usagers des forages. Des forages ruraux, tout à fait, uniquement dans le milieu rural. La communauté gère sa propre ressource en eau, les factures d'eau ne sont pas chères et tout ce qui est engrangé comme bénéfice retourne à la communauté. Et en plus, certaines infrastructures publiques ne payaient pas l'eau, telles que les hôpitaux, les dispensaires, les écoles, les mosquées, morgues,
toutes ces structures à usage, à intérêt public au niveau de ces zones-là n'étaient pas soumises à des factures d'eau. Maintenant, avec l'arrivée du privé, c'est tout le contraire qui se passe. L'eau est devenue plus chère. Actuellement, même le prix de l'eau, je pense que c'est à 250 francs le mètre cube chez les acteurs privés qui sont au niveau du rural, tels que CO, tels que Aquatec, tels que Flexo, tels que Soges, tels que SDER. L'eau est facturée à 250 francs le mètre cube. Le coût du branchement même est devenu beaucoup plus cher. Et tous ceux qui ne payent pas leur facture, naturellement, il n'y a pas beaucoup de moratoire. C'est une coupure d'office des robinets. Et cela, ça pose beaucoup de difficultés aux acteurs ruraux qui très souvent se mobilisent. Et nonobstant cela, il y a aussi des coupures d'eau très fréquentes. Il arrive que leur forage tombe en panne et que ça reste plusieurs jours sans être réparé. Quelquefois même plusieurs années. Voilà, exactement. Et tout ceci révolte la population. Non seulement les factures sont chères, mais l'accès à l'eau est difficile. La disponibilité de la ressource ne suit pas très souvent, ce qui amène très souvent les zones rurales, les habitants en tout cas, à manifester. Et on les entend très souvent à la radio, à la télé, ils font des marches. Dernier camp en date, c'est Ngodiba, qui est au niveau de Kaffrine, où la population s'était révoltée contre les factures chères de Flexo et les coupures d'eau de Flexo, ce qui a amené des émeutes. La population s'en est pris violemment aux travailleurs de Flexo jusqu'à ce que la gendarmerie intervienne, ce qui a amené l'arrestation de 5 jeunes et des blessés aussi. Donc c'est des cas fréquents que nous rencontrons malheureusement et très souvent dans le milieu rural. Alors comment il faudrait expliquer aujourd'hui le fait que cette eau-là qui était gérée par les Assufor, qui était accessible à la population locale, du coup l'État décide unilatéralement de confier la gestion de cette eau-là à des privés qui apparemment, au vu de ce qui se passe dans les zones rurales, ne semblent intéressés que par les profits. En effet, l'État, c'est nos États qui sont pauvres et très endettés, sont parfois les mains liées avec la volonté des bailleurs de fonds. Je pense bien que c'est une volonté des bailleurs de fonds de pousser à l'État du Sénégal à privatiser l'eau, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, que l'État ne soit pas un acteur de premier plan pour gérer ses ressources et que laisse au privé. Raison pour laquelle beaucoup de secteurs ont été privatisés, ce n'est même pas l'eau seulement. Donc c'est cette volonté-là et cette pression des bailleurs de fonds internationaux qui amène très souvent l'État à faire des réformes et à confier nos ressources à des privés. Alors, vous en parliez tout à l'heure avec bien sûr le prix de l'eau qui, dans le milieu urbain, coûte environ dans les 150 francs. En milieu rural, ce prix mètre cube d'eau est vendu à 250 francs. Comment il faudrait comprendre cela? Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination entre le monde rural, mais également les gens de la ville? En effet, d'abord, dans un premier temps, il faut comprendre que le prix de l'eau est fixé par l'État du Sénégal. Ce ne sont pas les privés qui fixent à volonté le prix de l'eau. Donc, la tarification de l'eau est fixée comme suit, et différente d'ailleurs en milieu urbain et en milieu rural. Si nous prenons le milieu urbain qui est géré par la CNO, milieu urbain et périurbain dans tout le territoire national, le prix de l'eau a 3 structurations. D'abord, il y a une tranche sociale qui va de 0 à 20 mètres cubes, qui est facturée à 202 francs le mètre cube. Il y a une tranche qui va de 20 mètres cubes à 40 mètres cubes, donc tous les 2 mois. Donc cette tranche-là, la tranche pleine, nous l'appelons, va à 697 francs le mètre cube. Il y a la tranche dissuasive qui va au-delà de 40 mètres cubes. Donc cette tranche-là, c'est facturé à plus de 800 francs le mètre cube. Et tout cela, c'est dans la zone urbaine et périurbaine. Par contre, en milieu rural, il n'y a pas de tranche. C'est un tarif unique, un tarif qui est fixé à 250 francs le mètre cube. Quel que soit le volume que vous consommez, le tarif est fixe, 250 francs le mètre cube. Donc si nous faisons une comparaison sur cette tranche sociale en milieu urbain qui est à 202 francs le mètre cube,
les premiers 20 mètres cubes en tout cas, si vous ne dépassez pas 20 mètres cubes, si nous le comparons aux zones rurales qui est à 250 francs le mètre cube, sur cet aspect-là, on peut clairement dire que l'eau coûte plus cher en milieu rural qu'en milieu urbain. Est-ce qu'on n'est pas en train aujourd'hui de privatiser un droit, ce droit-là pour l'accès à l'eau potable? En effet, l'accès à l'eau est un droit universel reconnu par les Nations Unies, qui est un droit fondamental, parce qu'on a l'habitude de dire que l'eau est source de vie, mais moi-même j'irai plus loin, comme d'autres, pour dire que l'eau même est la vie. Donc s'il y a des réformes qui sont en place, qui rendent l'eau difficile d'accès, qui rendent l'eau excessivement chère, au point que certaines populations ne peuvent pas accéder à une eau en quantité et en qualité acceptable, au point que ces populations aient recours à des eaux qui sont de moindre qualité, c'est-à-dire les eaux de pluie, de qualité douteuses, les eaux de pluie, les eaux de surface, les étangs, les lacs, marais, les rivières, les marécages, pour s'approvisionner en eau, ou qui font de longues distances, s'arrêtent pour avoir ce liquide précieux. Je pense que c'est un droit fondamental des populations qui est violé dans des cas pareils. Donc l'État, dans sa politique, doit veiller à mettre en place des réformes adaptées pour que ces populations, qu'ils soient en zone rurale ou urbaine, puissent avoir accès à l'eau en quantité, en qualité suffisante et à un prix acceptable. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure, donc bien sûr, des problèmes par rapport à la gestion des forages, des problèmes que cela amène souvent. On a constaté également que la gestion des forages au niveau du monde rural pose énormément de problèmes avec les pannes récurrentes, mais également avec peut-être des pièces défectueuses, les changements qui tardent à se faire. Comment il faudrait expliquer tout cela pour une entreprise privée qui en principe est chargée de veiller à un bon approvisionnement de cette eau-là dans le monde rural? En effet, comme nous le savons, le privé c'est le privé. Le premier objectif de ces privés, c'est de faire des bénéfices. Donc, ils ne sont pas là pour faire du social, mais pour faire des bénéfices. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, quand les Asifor gèrent l'eau dans une communauté rurale, l'eau d'abord ne coûte pas cher. En plus, les structures à intérêt public ne payent pas l'eau, telles que les hôpitaux, les dispensaires, les écoles ou les mosquées. Tandis que si c'est le privé, toutes ces structures-là payent l'eau ou sont délestées. Et peut-être il faut rappeler également, Omar, que ces infrastructures-là ont été mises en place par les populations locales. Absolument. Le privé ne met pas en place l'infrastructure. D'ailleurs, l'infrastructure ne lui appartient même pas. Il est délégataire d'un service public, il n'a pas la propriété des forages, il vient juste pour exploiter. Donc, beaucoup de zones rurales, en tout cas la majorité, ce sont les populations eux-mêmes qui, par leurs propres moyens ou à travers des coopérations décentralisées, sont parvenus à mettre en place leur forage. Donc, ils se réveillent un bon jour, on leur dit remettez vos clés à tel privé, ils sont délestés et l'eau va coûter plus cher, ce qui a révolté beaucoup de populations. Au point qu'à l'heure actuelle, même certaines zones rurales, le privé ne parvient pas à s'y installer, malgré la volonté de l'État. Parce que le soulèvement populaire est devenu plus fort que cette volonté de l'État à confier. Les populations refusent de payer leurs factures. Refusent carrément que même le privé ne s'installe et prennent en main l'exploitation de leur forage. Parce que parfois, certains forages, on vous dit que ça a été construit par une coopération avec un ONG. Ou c'est la diaspora même qui a, à travers des cotisations, mis en place le forage. Donc, si cette population est dessaisie de ce forage au profit d'un privé qui va leur vendre l'eau à un prix beaucoup plus cher, et parfois même ils n'ont pas l'assurance d'avoir la disponibilité de cette eau H24, ça pose problème. Tout à fait. Donc, voilà des véritables points qui méritent d'être revus par l'État du Sénégal afin d'apporter les correctifs nécessaires pour que la population se retrouve dans la gestion de son eau. Et justement, vous parlez de révision. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'engager des réformes par rapport à la gestion de l'eau au niveau du monde rural? Absolument. Je suis convaincu que le système actuel n'est pas adapté.
D'abord, cette division entre au milieu rural et au milieu urbain. D'abord, cette division même pose problème, d'autant plus que le Sénégal est un seul pays et indivisible. Donc, distinguer la population rurale de la population urbaine sur les questions d'approvisionnement en eau, qui constitue un droit fondamental humain, c'est une injustice. C'est une injustice déjà qui est en place de faire une distinction entre les deux catégories de population. En outre, il y a l'aspect des prix qui n'est pas aussi adapté. Dire que le milieu urbain vous payez tel montant, le milieu rural vous payez tel montant, alors que nous sommes tous des Sénégalais, nous avons tous droit accès à une eau de qualité et en quantité suffisante, ça déjà ça pose problème. L'autre problème qui se pose, c'est que le privé n'est là que pour faire des bénéfices et rapatrier les bénéfices. Donc, ils ne font pas du social, ils sont là pour s'enrichir. Et cet enrichissement-là, c'est au détriment de la population. C'est une ressource qui est là pour la population. Je pense que si elle est gérée et organisée par une communauté locale, les bénéfices restent au sein de la population. L'eau est là à un prix accessible. Ça peut être une bonne option pour que chacun se retrouve dans la gestion de son eau. Alors, pour faire concret aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les populations rurales puissent accéder à l'eau de manière plus simple, mais également que cela ne soit pas discriminatoire par rapport aux citadins? D'abord, l'État du Sénégal, dans son conseil des ministres du 17 avril dernier, l'État du Sénégal est bien conscient de ce problème. D'ailleurs, nous nous félicitons des mesures prises par le nouveau gouvernement mis en place. A décidé d'auditer d'abord le contrat d'affermage qui a été attribué à la CNO dans des conditions que beaucoup ont décriées. D'abord, l'État veut y voir plus clair, c'est déjà une bonne mesure. L'autre mesure que l'État a prise, c'est de regarder de plus près la tarif de l'eau. En outre, l'État aussi a pris la mesure consistant à mettre en place une autorité de régulation, à l'image de ce que nous avons dans les télécoms avec l'ARTP. Donc cette autorité de régulation-là, une fois qu'elle est mise en place, permettra un peu de réguler le secteur. Et l'État, je suis sûr, avec ces réformes prises, va entreprendre les réformes nécessaires pour régulariser le secteur. Et nous l'encourageons à aller jusqu'au bout de cette réforme. Alors, nous allons y aller point par point. Vous parlez tout à l'heure de l'audit du contrat d'affermage avec CNO. Alors, vous trouvez dans l'approche ou peut-être dans la pratique qu'il y a des choses à revoir dans ce contrat-là? En effet, en janvier 2020, lorsque CNO avait pris en main la gestion de l'eau en le milieu urbain et périurbain, beaucoup d'associations d'ailleurs, beaucoup d'ONG, beaucoup d'acteurs en fait, l'association de consommateurs, l'association de consommateurs, la société civile en tout cas, a beaucoup décrié l'attribution de ce contrat, d'autant plus que la CNO était en concurrence, donc le groupe Suez était en concurrence avec SDE qui avait en charge la gestion de l'eau en milieu urbain et périurbain. D'abord, dans un premier temps, il était question de passer la phase technique. Donc, sur le plan technique, les deux offres étaient acceptables. Ils sont passés l'étape de propositions techniques qui sont acceptées, que ce soit SDE, que ce soit Suez, alors que Veolia n'avait pas une offre technique adaptée, a été éjectée. Donc, il n'était question que d'une offre financière pour les départager. Et il s'est trouvé que la SDE avait l'offre financière la plus attractive, la plus faible. Pourquoi on laisse la SDE avec l'offre financière la plus basse avec les compétences d'ailleurs. Avec toute la compétence qu'il y a pour prendre le groupe Suez qui a fait l'offre la plus chère financière. Ça aussi, c'est des questions à éclaircir. Il faut qu'il y ait des réponses. Et cet audit-là, je suis sûr que va permettre d'avoir les réponses qu'il faut. Et s'il y a d'autres zones d'ombre dans le contrat d'affermage, ça permettra de mettre la main dessus et de corriger ce qu'il y a à corriger. L'État, je pense bien, sur ce coup-là, prendra ses responsabilités pour l'intérêt du pays. Alors, pour les prix également, vous pensez qu'aujourd'hui, il y a possibilité de réduire le prix au mètre cube d'eau au Sénégal? Tout dépend de la volonté de l'État du Sénégal, parce que le prix de l'eau, dans ce prix, il y a beaucoup de composantes. Il y a la partie qui appartient à l'autorité affermante, c'est-à-dire
la CNO. Il y a une partie de ce prix qui appartient à la SONES, donc à l'État du Sénégal. Il y a une partie qui concerne les taxes et les redevances de l'assainissement qui appartiennent aussi à l'ONAS. Donc, dans tout cela, l'État a commandité un audit, va y voir plus clair. Et s'il y a des points à ajuster parmi toutes ces composantes qui sont concernées par le prix, l'État fera ce qui est nécessaire pour réduire le prix. Réduction du prix est bien une possibilité, tout dépend de la volonté de l'État. Alors aujourd'hui également, vous parlez de l'autorité de régulation. Quelle serait sa mission et son rôle? Sa mission d'abord serait de réguler le secteur. En quoi faisant? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que les sociétés privées qui sont au niveau rural sont sous le contrôle de l'OFOR. Ils payent à l'OFOR une partie de leur avoir. C'est normal. La société qui est dans le milieu urbain, périurbain, c'est la CNO, est contrôlée par SONES. Et une partie de ce que perçoit la CNO est reversée à l'ONAS. Donc, avoir des intérêts dans une structure et vouloir contrôler comme il faut cette structure, ce n'est pas évident. Donc, il faut une autorité neutre qui n'a pas d'intérêt dans ces structures-là pour pouvoir réguler correctement ce secteur. Ça, c'est un premier volet. L'autre volet, c'est quand il y a des plaintes au niveau des associations, des populations, des acteurs de société civile. S'ils ont des complaintes quelque part dans la gestion de l'eau, que ce soit en milieu urbain ou rural, qu'ils puissent avoir une autorité qui pourront saisir pour corriger et normaliser. L'autre point, c'est même la définition de quelles sont les zones qui sont rurales et quelles sont les zones qui sont urbaines ou périurbaines. Ce n'est pas clairement défini. Parfois, vous voyez la SONES et l'OFOR se disputer d'une zone. Parce que cette zone est rentable, chacun veut se l'approprier. L'un dit que ça appartient au rural, l'autre dit que ça appartient au milieu urbain. Ça devient confus. Donc il faut un arbitre dans tout ça pour réguler ce secteur. Si on veut maintenir cette forme de gestion, à savoir milieu urbain et milieu rural, que cette autorité affermante puisse clairement définir quelles sont les zones qui sont rurales et quelles sont les zones qui sont urbaines. Actuellement, si vous allez dans certaines zones urbaines ou périurbaines, la délimitation même n'est pas claire. Vous voyez que dans un même quartier, cette partie a été attribuée au milieu urbain, c'est-à-dire la CNO, et l'autre côté du quartier à la zone rurale, alors que c'est un seul et même quartier. Ça pose problème. Il faut vraiment une autorité de régulation pour faire la part des choses et réguler tout ce qui est à réguler dans ce secteur. Alors, les travailleurs, on n'en parle pas souvent, mais également ces travailleurs qui sont dans le secteur de l'eau ont des conditions de travail extrêmement difficiles. Absolument, que ce soit en milieu urbain ou périurbain, les travailleurs sont soumis à des conditions de travail très précaires. D'abord, ils n'ont pas un salaire qui est compétitif, acceptable. Ensuite, les conditions de travail avec la surcharge de travail sont très dures. Certains même n'ont pas de contrat. Donc c'est une exploitation qui leur est... Ils sont surexploités et ils ne sont pas mis dans des conditions optimales de travail. Que ce soit à CO où il y a quelques problèmes comment dirais-je, d'acceptation même de l'employeur par les syndicats qui n'acceptent pas que les travailleurs soient syndiqués. C'est un problème et il y a un problème de reclassement là-bas. Les travailleurs souhaiteraient être classés suivant ce qui est dans les conventions collectives interprofessionnelles et tout cela nous amène à des conflits qui ne sont pas du tout souhaitables. Et actuellement, on est en contentieux au niveau de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale pour que ces travailleurs soient régularisés. Au niveau de CNO, vous voyez, nous sommes toujours en mouvement d'humeur pratiquement, où vraiment les travailleurs sont très déçus par les conditions de travail et de rémunération que la CNO soumet à ses travailleurs. Actuellement, les travailleurs ne se retrouvent pas dans cette gestion. En outre, ils sont actionnaires dans cette société, ils ne parviennent pas à obtenir
ne serait-ce que des bénéfices de cette entreprise-là, d'autant plus que depuis que la CNO est là, elle ne fait que déclarer des pertes financières. Actuellement, sur les 3 premières années, la CNO nous annonce 15 milliards de pertes, alors que la CNO est le seul acteur du secteur, n'a pas de concurrent, les clients payent leurs factures. On se demande où sont passés tous ces fonds-là, tout cet argent-là, qu'est-ce qui peut justifier cette perte? Et nous espérons que l'audit commandité par l'État nous permettra d'y voir plus clair. L'autre point, c'est même la question de notre représentation au conseil d'administration, parce qu'on est bloqué. La CNO ne veut pas organiser les élections de représentativité pour qu'on élise nos représentants au conseil d'administration pour que les travailleurs soient représentés, parce qu'on a 11% des parts d'action de CNO. L'autre point, c'est la question des augmentations de salaire que nous réclamions et que ça n'a pas suivi, parce qu'on est sous-payé et on est soumis à des surcharges de travail excessives, pas beaucoup de moyens même pour exercer, pour faire notre travail dans les règles. Donc le découragement est actuellement ce qui prévaut au niveau des travailleurs. Et nous souhaitons vivement qu'avec l'audit et les réformes annoncées par l'État, que les travailleurs de CNO soient rétablis dans leurs droits afin qu'ils se retrouvent dans cette gestion-là. Alors, en 1 minute, nous avons épuisé le temps. Si vous aviez un appel à faire en l'endroit des autorités par rapport à la gestion de l'eau, ce serait quoi en 1 minute? En 1 minute, je dirais à l'État d'aller jusqu'au bout de cet audit-là. Vraiment, il y a beaucoup à revoir dans le secteur de l'eau. Beaucoup à revoir, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, parce que la population ne se retrouve pas dans cette gestion de cette façon. En milieu rural, les populations ne sont pas satisfaites, ni sur les volumes d'eau qu'ils reçoivent, c'est-à-dire la quantité, ni sur le prix de l'eau. En milieu urbain, l'eau n'est pas en quantité suffisante, quoi qu'on dise. Et quoi qu'il en soit aussi, le prix de l'eau est aussi très cher, même en milieu urbain. Le service de l'eau, les populations ne sont pas très satisfaites. Donc, quoi qu'il en soit, il faut entreprendre des réformes pour qu'il n'y ait pas de distinction entre l'eau rurale et ceux qui sont en milieu rural et ceux qui sont en milieu urbain. Et qu'aussi que l'eau puisse être gérée par nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas besoin d'acteurs privés venus d'ailleurs pour venir gérer notre eau. C'est la question de souveraineté nationale justement, comme nous l'avons réussi avec l'électricité, où c'est la Sénélec qui appartient aux Sénégalais, bien gérée et qui fait des bénéfices au profit du Sénégal. Nous pouvons réussir cela avec l'eau, que l'eau soit gérée par nous-mêmes. Nous en avons les compétences, nous en avons les capacités et qu'on nous permette juste de bien nous organiser en mettant l'organisation nécessaire pour que notre eau puisse être gérée par nous-mêmes de façon indépendante comme tout pays souverain. Voilà. Alors, un grand merci Omar pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie. Voilà, alors nous recevions Omar Ba. Omar Ba est le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal. Nous avons abordé bien sûr avec lui les difficultés liées à l'accès à l'eau dans les zones rurales, mais également dans les zones urbaines, mais également périurbaines. Merci de nous avoir suivis et l'on se donne rendez-vous la prochaine fois. Merci et bonne journée à vous.